Donc, à présent, nous donnons la parole à M. Fall Abdul, à M. Fall Aziz Salma, réalisateur du film sur le professeur Samir Amin et membre du forum du Tiers-Monde. M. Fall, vous avez la parole. Bonjour, distingués invités, aimables personnalités. Très rapidement, quelques suggestions que le bureau a eu à apporter. Durant ces journées, on souhaiterait apporter à votre attention 3 considérations. La première, c'est qu'évidemment, nous avons ici un parterre de personnes qui ont eu à bénéficier intellectuellement, mais aussi amicalement de l'apport de Samir Amin, et nous voulons contribuer en essayant de les inciter à participer à l'effort de restructuration du Forum du Tiers-Monde. Et nous songeons à ce que ce Forum du Tiers-Monde intègre la dimension d'une fondation. Et donc ce serait en fait le Forum Tiers-Monde Fondation Amin, la recherche sur la globalisation et les alternatives. So I'm delighted to just say a few words because the translation is not yet ready. We were wondering whether we would have the time during the symposium to reflect on the prospect of trying to do something else that have been done on the past years to transform the forum, the Third World Forum, to be a foundation as well. So it would stand as Third World Forum Foundation Amin on research on globalization and the alternatives. And we'll probably have to benefit from most of the people here who are certainly an input and an asset for this endeavor. On voudrait aussi avoir l'opportunité, puisqu'on a les estimées excellences, de transmettre au chef de l'État que le Forum du Tiers-Monde dispose d'un accord de siège depuis 1978, mais toujours pas de siège physique. Et ce serait quand même bien qu'il y ait une attention portée à cette condition pour pouvoir perpétuer le travail immense qui a été fait par cette organisation. Et je sais que pour moi, personnellement, c'est un immense honneur d'être ici, un peu comme Cheikh Tidiane. On est les enfants de autant Cheikh Anta Diop que Samir Amin. Il y a une reconnaissance tardive du Sénégal pour Cheikh Anta Diop. Et cette réputation, elle est arrivée de l'extérieur avant même qu'il ne soit prophète dans son propre pays. Et donc on souhaite et on ose espérer qu'il va y avoir un signal fort pour qu'on puisse avoir une avenue, une rue, en tout cas au niveau de la toponymie, qui puisse porter le nom de Samir Amin, mais aussi de Jacques Bunicourt, pour qu'on puisse véritablement payer notre respect. Il y a plusieurs enjeux qui touchent la question du panafricanisme. Vous savez que Samir Amin a choisi délibérément d'être ici dans ce pays-là. Et ce panafricanisme est battu en brèche par plusieurs problèmes, autant la question de la recolonisation et la géopolitique du chaos, mais aussi toutes sortes de supercheries qui se font au nom du panafricanisme. Et j'aimerais, sans prendre trop de temps, demander à Mireille Fanon de venir se joindre à nous pour rappeler 2 éléments très importants sur la France-Afrique en recomposition, mais aussi sur la question de la diaspora et de l'Union africaine. Merci. Merci. Merci Aziz, merci à tous, merci aux organisateurs et merci à Samir Hamid. Si longtemps. On est ici en hommage à un personnage qui a passé une 50aine d'ouvrages. Je ne sais pas si je vais avoir accès à la diffusion à l'écran, j'ai préparé quelques schémas, mais bon. Mon propos, c'est très rapidement d'expliquer le système mondial au XXIe siècle, que j'ai appelé Mégalo Ensemble, et la question du supra-impérialisme, parce que l'impérialisme a changé de forme, et dans les alternatives, le transinternationalisme, tous des termes un peu barbares, hélas, des néologismes que j'ai essayé de forger pour prolonger une sorte de panne dans laquelle nous sommes englués. Alors, comme le temps nous est extrêmement précieux, l'avènement du système mondial peut faire l'objet d'une analyse théorique non eurocentrique. Et ce que je vous propose, c'est à la fois de partir de la démarche holistique de Samir Amin, qui a effectivement un statut majeur dans cette réflexion. Et la réflexion, je la déploierai rapidement en 3 temps. La première,
c'est d'essayer de revoir l'historicité de ce système-monde. Vous savez qu'il y a un débat dans les grilles du système-monde. Il y a l'approche eurocentrique de celle de Wallerstein, il y a celle de André Gunnar Frank et de Barry Gillis, et il y a celle de Samir Amin et de Arrighi. Même si mes points de vue sont relativement beaucoup plus proches que ceux de Samir Amin, j'avoue qu'il y a plusieurs éléments qui m'amènent à essayer de faire une sorte de synthèse afin de pouvoir procéder à une sorte de relecture dans une perspective où d'abord le système monde, pour certains, est un système monde qui existerait depuis 5000 ans et qui se serait construit graduellement par différentes formes de contradictions et de juxtapositions. Et dans la grille de Samir Amin, c'est principalement la polarisation qui instaure le capitalisme, et ça date à peu près de 500 ans. Donc ici, le problème fondamental pour nous est d'essayer de comprendre, d'une part, quand est-ce que commence la modernité. Et la modernité en Occident, c'est une césure qui arrive à partir du moment où vous avez une séparation métaphysique avec Dieu, lorsque l'être humain comprend qu'il est capable, tout simplement, d'être maître de son destin et peut-être de maîtriser la nature. Et cette acception a finalement contribué à disculper, en tout cas à réduire des contributions majeures dans la modernité, mais qui ont été expurgées de l'histoire parce que supposément ce n'était pas moderne. Et donc des connaissances séculaires, que je dirais même antiques, ont pu exister, qu'on a classées dans la prémodernité, et je conteste un peu cette acception. D'abord, une vision non eurocentrique du monde. Et donc je rappelle ici, nous sommes dans le temple du savoir de Cheikh Anta Diop, à la suite de ses travaux et de plusieurs autres, que les premières traces d'alphabet et de connaissances existent déjà pratiquement depuis 6500 ans, et que l'essentiel du corpus des sciences exactes se retrouve dans certains de ces papyrus-là. Je vous passe toute l'abondante grille aujourd'hui qui reconstitue le savoir africain et l'apport de la Nubie à l'Égypte, à tout l'espace du sud-est asiatique et de l'Asie mineure, et l'importance surtout de comprendre qu'en dépit des moyens dérisoires qu'ils avaient pu arriver à cette grande scientificité, par exemple au niveau de l'astronomie ou de l'essentiel des instruments chirurgicaux que nous utilisons aujourd'hui. Tous ces documents sont évidemment dans cette lecture, juste pour rappeler que les bases d'un État, le père A, le pharaon, la société qui était certes une société inégalitaire étaient déjà identifiées, les modes d'accumulation existaient, sauf que la question de l'appropriation, la question de l'accumulation se posait évidemment dans des termes inégalitaires mais très différents, sans pour autant forger les bases de ce que serait un féodalisme. Pourquoi? Parce que les structures africaines, la conception de la propriété indivise, notre communalisme, ne se prêtait pas à la construction justement de ces modes d'appropriation privative, très différents d'ailleurs de ce qu'on a entendu tout à l'heure et qui persistent dans nos sociétés. Une certaine récalcitrance à l'individualisme. Toujours est-il que c'est bien cette Égypte qui va être le foyer de ces civilisations, et en dehors de ça, dans l'espace de Kouch, dans l'espace de Carthage, dans l'espace du Monomotapa, il y a eu des échanges jusqu'à dans l'espace de l'Empire du Ghana qui montrent que les mondialisations n'ont pas pris suffisamment en compte les apports afro-eurasiens, et c'est le travail que fait Gillis et Gunnar Frank, sauf qu'eux, ils le posent avec une polarisation qui existe déjà il y a 5000 ans, et ce qui pose évidemment tout le débat de ce qu'on appelle la grille système-monde qui se différencie de celle de Wallerstein et aussi de celle de Samir Amin. Samir Amin, à la différence de la grille de Gillis et de Gunnar Frank, je le rappelle, c'était des amis, ils ont fini par se brouiller, viennent du fait que d'abord l'expérience latino-américaine que Gunnar Frank comprend est très différente de celle qu'Amin comprend de l'Afrique et de l'Asie, mais surtout, il montre que les formes de polarisation sont inhérentes au capitalisme et ne sont pas en fait des systèmes qui ont existé dans les ères antiques. Alors, ce que moi j'essaie de montrer, c'est qu'en réalité, cette modernité occidentale, qui commence par l'appropriation, par la bulle papale, le traité de Tordesillas, le traité intercetera, qui approprie l'Amérique et l'Afrique pour le Portugal et l'Espagne, vont construire petit à petit les éléments d'un système féodal occidental qui va se ramifier au niveau de l'accumulation, mais que la césure, elle est différente. Et donc je propose une autre périodisation, en fait une première phase mercantile un peu fidèle à celle que Samir
propose, qui est de 1550 à 1750, qui est effectivement la phase la plus tragique avec l'esclavage, le traité de Westphalie, mais aussi en même temps la césure que j'oppose avec le mot allemand Entwicklung, qui est en fait le développement. Et c'est le développement qui est au fond au cœur de ce que j'appelle le mégalo-ensemble. Ce n'est pas un système-monde, c'est un autre système qui est intégré au sein même du système-monde, que j'appelle le mégalo-ensemble, et qui est basé sur la croyance que le développement est la solution pour sortir l'humanité, évidemment repousser la mort, étendre l'espérance de vie, et surtout construire un système économique, un système social, un système culturel qui va être intériorisé de façon individuelle et collective. Et c'est cette primauté, justement, du mégalo-ensemble qui va se caractériser par une prétention à être la société mondiale. Et on va appeler ça une société internationale, mais en réalité, elle n'est pas encore internationale. D'abord, déjà une colonialité très importante qu'il faut démontrer, mais on va surtout créer des instruments de régulation, c'est-à-dire toutes les instances, les organisations internationales qui refusent d'associer les sociétés qui étaient des sociétés dominées, mais qui vont construire un monde mâle, homme, et principalement locoderme, blanc, dans lequel ils vont assouvir évidemment les instincts de puissance et de reproduction d'un système qui va être le développement, qui va en même temps intégrer tous les ismes, c'est-à-dire le libéralisme, le capitalisme, le socialisme et même les formes anarchistes. Et donc il y a une hétérogénéité de choses, ce qui fait que le mégalo-ensemble, tel que l'explique Morin, est effectivement un système, c'est-à-dire un système qui a la capacité effectivement d'être une unité complexe avec une globalité, mais aussi des éléments individuels qui sont indivisibles. Et qu'est-ce qui le caractérise? C'est le fait que, il y a une globalisation de l'État-nation qui s'universalise, il y a un marché qui se prétend autorégulé, donc ce n'est pas nouveau, il y a cette prétention qui vient se superposer au marché existant ou aux espaces où la société avait un moment du marché, et donc c'est ce que Polanyi a très bien compris. En fait, l'image totale, c'est que toutes les sociétés avaient un marché, mais ce marché finit par phagocyter la société et littéralement l'absorber au point que tous les biens deviennent marchandisables et qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas marchandisable, quels sont les derniers biens communs qui ne sont pas encore tapés dans l'univers oligopolistique. Et donc ce capitalisme va se modifier petit à petit en polarisant avec une très grande violence et en créant des espaces de gouvernementalité, c'est-à-dire la façon par laquelle tous les mécanismes de décision et d'exécution vont se faire. Et donc, on est arrivé, pour les villes, d'un système de métropole à un système de mégalopole et à une concentration extrêmement grande du capitalisme qui a amené Samir Amin à comprendre que cette polarisation était forcément violente, devait se faire sur une base géopolitique avec toute la panoplie de la triade et de l'OTAN. Et évidemment, dans la modernité, le point 4 de Truman va introduire la période de développer les sociétés qui n'étaient pas développées. Et là, sur cette question-là, toutes les sociétés vont s'aligner sur le développement. Donc, s'il y a eu du non-alignement, il n'y a pas eu de non-alignement sur le développement. Donc, tout le monde s'est arrimé sur cette illusion eurocentrique, qui est une croyance, et qui en fait a été bien expliquée par Ritz, qui explique que le développement, en réalité, ce n'est pas seulement sauver les êtres humains, construire des infrastructures, c'est principalement répondre à la demande sauvage, produire des marchandises et le faire par l'échange en détruisant les relations sociales et en détruisant l'environnement. Et donc, ceci apparaît une immense supercherie, à l'instar de ce qui se passe en géographie. Par exemple, les cartes que vous voyez sont des cartes géographiques avec l'Afrique qui a cette dimension, avec l'Europe qui est un pays, qui est un continent qui a la taille du Soudan, et ces représentations ne sont pas toujours corrigées, alors que jusqu'aujourd'hui, le Collège de géographie, depuis 1977, a les véritables dimensions du monde, mais ne sont pas rentrés dans la plupart des ouvrages scolaires parce qu'ils représentent le monde tel qu'il est. Ce n'est pas dans une acception eurocentrique. Là, le Groenland que vous regardez, franchement, vous le voyez, il a pratiquement la taille de l'Afrique, alors qu'il rentre 17 fois en Afrique. La véritable carte de l'Afrique, c'est celle-là. C'est-à-dire vous faites rentrer les États-Unis, la Chine, l'Inde, la plupart de ces pays européens sont confinés là-dedans. C'est 30 millions de kilomètres carrés. Et c'est cette réalité-là que j'appelle le mégalo-ensemble, c'est-à-dire une construction factice dans laquelle on plonge l'humanité et on ne donne pas véritablement les raisons de l'hégémonie. Et cette hégémonie, il a compris, Samir Amin, il va l'expliquer dans la violence plutocratique, c'est-à-dire la façon par laquelle les oligopoles ont assiégé et ont imposé au XXe siècle par le modèle aujourd'hui néolibéral, l'écrasant système des 5 monopoles. Et ces 5 monopoles, le monopole des technologies, la centralisation du surplus,
avec le capitalisme financier, et évidemment l'accès aux ressources, c'est-à-dire défaire tous les systèmes de souveraineté, désengager l'État et privatiser l'essentiel des avoirs, et repousser au niveau de la communication et des médias le gap numérique entre ceux qui possèdent ces moyens et évidemment les armes de destruction massive. Et ces 5 monopoles qui, dans l'analyse de Samir, parce qu'il écrivait souvent très vite, pour moi, sont une certaine forme d'erreur, parce que si vous regardez bien, c'est les mêmes mécanismes qui permettent à un État, par l'autocentrage, de se développer. C'est la maîtrise de ces 5 éléments qui permet à un pays de sortir de sa condition d'un pays périphérique pour devenir un pays autocentré. En fait, c'est ces mêmes éléments de puissance qui amènent à l'explication que les centres existent dans toutes les portions du système monde et se soutiennent entre eux. Donc, connivence de classe, connivence sociale, connivence économique, etc. Et donc, cette question est très importante et pour le comprendre, c'est dans le dernier rapport d'Oxfam où on voit que les 1% les plus riches de la planète correspondent à plus de 2 fois la richesse de 90% de la population. Ça, c'est 6,9 milliards de personnes. Les milliardaires du monde entier, c'est-à-dire 2153 personnes, on peut les faire rentrer dans cette salle, on les confine, ils rentrent dans cette salle. Eh bien, ils contiennent une richesse de 4,6 milliards de personnes, soit 60% de notre population. Et donc, c'est des gens qui vivent maintenant de la rente, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus besoin de travailler, c'est tout simplement des productions qui se génèrent d'elles-mêmes. Et dans cela, le rapport rappelle que les hommes détiennent 50% des richesses en plus que les femmes et qu'elles assurent les 3/4 du travail domestique non rémunéré et sont les 2/3 du secteur des soins. Et cette inégalité n'est pas sans rappeler les systèmes coloniaux, c'est-à-dire ce que nous vivons, que Samir appelle l'apartheid à l'échelle mondiale, est très bien ramené dans ce schéma que Piketty a redécouvert, qui montre que quand on prend les 3 pays qui étaient sous le système d'apartheid, effectivement, les parts des 1% les plus riches dans le revenu total en 1950 de ces 3 pays est l'illustration effectivement que ces pays-là ont des revenus supérieurs à l'Angleterre et la France, qui sont pourtant eux-mêmes des pays coloniaux. Donc ça veut dire que cette mondialisation qu'on présente sous la forme de la globalisation est en fait une accélération prédatrice qui fonctionne avec 3 niveaux. Le premier niveau, c'est des arrangements des firmes transnationales. Elles sont devenues au-delà du système du droit international, au niveau des relations internationales, au-dessus des États. Et Christian Parlois, qu'on a cité tout à l'heure, montre la prédation de ces systèmes en montrant les 3 arrangements institutionnels dans lesquels ils travaillent. Le premier, c'est qu'il y a une séparation des centres de profit et des centres de coûts. Le second, c'est par un arrangement institutionnel dans les systèmes de chaîne, ce qu'on appelle Global Value Chain. Et le troisième, c'est, qui a commencé à peu près il y a une dizaine d'années, où les actifs sont les nouveaux arrangements. Et ce schéma un peu complexe montre en fait la façon par laquelle le système des firmes transnationales travaille. Or, que font les pays africains? Ils cherchent à avoir ces firmes. Et quand on regarde le dernier rapport de la CNUSED, on voit que le développement qui est au niveau des investissements directs a baissé partout dans le monde et en croissance dans les pays du Sud et surtout dans les pays africains. Pas par l'embellie de ce que vous avez entendu tout à l'heure, non, parce qu'en fait, c'est le secteur des ressources et des matières premières où nos sociétés, nos formations sociales ne peuvent même pas aller chercher 4 à 7% des dividendes. Au Canada, par exemple, les firmes transnationales sont toutes au Canada et le secteur minier canadien est le plus puissant au monde parce qu'en fait, c'est là qu'elles sont réfugiées et elles ponctionnent les ressources nationales de nos pays. Donc, ces fameux investissements directs et les zones franches et les avantages qu'on leur donne sont en fait le phénomène de bradage de cette fameuse intégration. Et la zone de libre-échange économique n'est pas un marché intérieur de biens de consommation de masse. Il est exactement le contraire. En fait, c'est une intégration accélérée dans le système du libre-échange économique mondial. Et je suis sûr que Samir n'aurait pas applaudi à ce qui semble être aujourd'hui le cheval de Troie de notre développement. Et je passe sous silence l'agenda 2063, etc. Donc, bref, je sais que le temps nous manque, mais les options que Samir Amin a montrées sont basées sur ce que... je crois que Mamdou, are you still here? Est-ce qu'il est encore là, Mamdou? Oh, il dort, c'est bien. Alors, dans le transinternationalisme, nous proposons que les gens redécouvrent, mais au niveau transnational, l'internationalisme. Pas seulement l'internationalisme prolétarien, le sens de la solidarité avec les plus démunis, le sens où ceux qui sont avancés dans les pays les plus avancés veuillent participer à un schéma de sortir de cette mondialisation prédatrice qui, évidemment, veut l'Afrique sans les Africains, veut un système militarisé
que j'ai bien montré dans le film Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique, qui montre que ces pays de la triade ayant perdu le débat économique sont obligés de sous-financer la déstabilisation de nos pays pour pouvoir intervenir géopolitiquement et réoccuper les espaces qui sont aujourd'hui contestés par la Chine ou d'autres acteurs des pays du Sud. Et c'est justement là toute la question de cette géopolitique du chaos dans laquelle nous nous interposons dans un silence assourdissant des sociétés africaines et même de l'Union africaine. Et donc Samir Amin avait très bien compris cette question-là et il montrait que l'objectif de l'unipolarité, surtout américaine, c'est de neutraliser et asservir les autres partenaires de la triade, l'Europe, et minimiser la capacité de ces États d'agir à l'extérieur du giron américain en établissant un contrôle de l'OTAN et des États-Unis sur tout l'espace mondial, y compris la Chine. Donc si vous regardez d'ailleurs la façon par laquelle on a contenu la Chine, le système militarisé qui contient la Chine, vous voyez effectivement que ces gens préparent l'éventualité d'un troisième conflit mondial. Donc le temps est déjà achevé. Je n'ai pas le temps de vous expliquer malheureusement les voies de sortie de crise essentielles, mais nous les posons dans le thème du panafricentrage, c'est-à-dire, j'ai fait en fait le mélange entre panafricanisme et autocentrage. Et là-dedans, c'est quoi? C'est la capacité de compter sur nos forces en nous désengageant sélectivement de l'économie monde. Comment on peut faire ça? On le fait d'abord en réorientant, un peu comme l'avait fait Thomas Sankara, en réorientant la boussole économique dans le sens des aspirations des plus démunis, c'est-à-dire les couches rurales et les femmes, par un système de réforme agraire hardi et la tentative de rebâtir un système d'égalité de chance au niveau de ce qu'on appelle white collar job, blue collar job, donc le travail manuel et le travail intellectuel, de remonter le travail manuel et de valoriser et moderniser les couches rurales. Le deuxième élément, c'est la maîtrise de la centralisation du surplus. Et dans cette question du franc CFA, c'est toute la question de l'intégration africaine, de pouvoir poser non seulement la fabrication de notre propre monnaie, mais d'avoir la capacité de dévendre le troisième élément, qui est la souveraineté de nos ressources. Si nous n'avons pas la ressource de façon souveraine, il n'est pas possible de construire. Il n'est pas possible de planifier une économie, et c'est normal qu'à ce moment, les jeunes n'ont pas d'horizon. La quatrième mesure, c'est la maîtrise véritablement des technologies. C'est-à-dire de ne pas nécessairement être à la pointe de la technologie, mais tout ce qui est frappé d'obsolescence, mais qui est tout à fait fonctionnel, peut être tout à fait repris et fonctionner dans un système. Et le dernier, et qui n'est pas le moindre, c'est la capacité d'autodéfense qui est basée sur la repolitisation démocratique de nos masses, d'éveiller nos populations à véritablement leur destin pour pouvoir se défendre. Et ça, ce n'est pas une militarisation, c'est le fait que l'Afrique, dans sa résilience, ne va pas se laisser être, une fois de plus, la victime au XXIe siècle. C'est pour ça que pour nous, le panafricanisme, c'est quelque chose de réel. Et Samir Amin, ce n'est pas le fait qu'il portait des tenues africaines et qu'il vivait seulement ici, c'était qu'il était convaincu que le panafricanisme n'était pas une question de grands mots. C'était un schéma global qui s'insère dans une autre mondialisation. Et cette mondialisation, il la voyait de façon progressiste. Il était communiste, ce n'est pas un défaut. Il avait une conception que le bien devait être partagé de façon indivisible. Voilà pourquoi, pour nous, cette mondialisation n'est pas la voie à suivre. Au contraire, l'Afrique doit se réveiller et les réponses à cette mondialisation, c'est la découverte. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans ce film, c'est de montrer que Samir Amin a construit un espace, une grille d'analyse que les jeunes, qui normalement devraient être aujourd'hui dans cet amphithéâtre, doivent découvrir. Et c'est notre travail, véritablement, de nous assurer qu'ils aient accès à cette connaissance. C'est pour ça que ce film a été fait, parce qu'on sait qu'ils peuvent scroller sur le film, revenir, même si c'est complexe, et découvrir, s'ils ne veulent pas lire, si on les appelle des idiots visuels, ce ne sont pas des idiots visuels, si on leur donne les outils, ils vont pouvoir faire. Mais pour notre génération, je crois qu'on est déjà convaincus. Je vous remercie. Effectivement, hier, nous avons eu l'opportunité de poser justement ce que le professeur Makwenda a montré, c'était que c'était d'un point de vue africain, d'un point de vue du Sud, que Samir Amin a revu non seulement la grille marxiste, mais la grille du système monde. Et je crois avoir essayé rapidement de montrer qu'on pouvait partir de ça et parachever cette œuvre, et que c'était justement la vocation du Forum du Tiers-Monde, de mieux se structurer. Et l'appel que j'avais proposé à la suite de ce que Chérif nous avait explicité, c'est que le Forum a besoin de se redéployer, d'abord à partir de la qualité des personnalités qui sont là, donc les ressources humaines que nous avons,
et de nous redéployer sous la forme d'une fondation qui œuvrerait à la pérennisation de l'œuvre de Samir Amin, d'abord au niveau des jeunes, pour la redécouverte et la repolitisation de ces jeunes. Donc c'est clair que ce travail est à la fois théorique, mais il est axé sur la tentative de redécouvrir les éléments de nos souverainetés dans une perspective panafricaine. Et c'est ça l'objet du travail. Donc j'ai entendu parler d'opérationnalisation, etc. C'est la question par laquelle on met en œuvre un processus. Ce processus est un processus démocratique. Et dans cette foulée, notre l'emphase, pourquoi dans le cadre du Forum social mondial, le Forum des alternatives était à l'intérieur du forum, mais fonctionnait aussi en vase clos parce que nous avions une ligne entière capitaliste et panafricaine, c'était qu'on voulait faire poser le point, et c'est ça que Mamadou a essayé d'expliquer, que l'effort tricontinental porté par l'Afrique devait être entendu dans le mouvement de la gauche mondiale et que deuxièmement, ce mouvement de convergence devrait aboutir à un certain moment vers la construction d'un mouvement plus vaste pour le XXIe siècle. Qu'à défaut, on appelle 5e internationale. Je rappelle qu'elle existe déjà. Il y a des gens qui ont appelé une 5e internationale en fait un mouvement plus ou moins trotskisant qui existe déjà. Donc peut-être ce serait la 6e qu'on crée. Toujours est-il que nous avons un comité ad hoc qui travaille déjà depuis plusieurs mois sur la continuation de ce processus. S'il y a des doléances, des éléments, vous pouvez les amener autant à Mamadou ou à moi, on va les ou à Mireille, donc on a tout un comité qui transnational, mais l'effort n'est qu'un effort à long terme qui va prendre un long temps, mais nous devons surtout faire l'effort d'abord sur ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est le Forum du Tiers-Monde, et c'est comment nous allons avoir la chance de vivre au-delà de l'héritage qui a été laissé. Donc sur ça, c'est les enjeux globaux, l'autosuffisance alimentaire, la réforme agraire, la modernisation agricole de nos masses paysannes, l'éducation de ces universités. Ici, cet amphithéâtre devrait être rempli. Nous sommes dans un campus universitaire, donc nous avons une difficulté à aller au-delà de nos cercles, et c'est ce travail réel qu'il faut faire, qui donc atteindre les masses, les repolitiser dans un moment où ils ont été dépolitisés, repousser les marges de manœuvre de l'État. L'État, aujourd'hui désengagé dans l'économie africaine, doit être recouvré, et ça c'est un effort titanesque, et surtout veiller au fonctionnement panafricain, donc contre la géopolitique du chaos, l'insécurité ambiante et l'usage du terrorisme international qui déstabilise et permet le pillage de nos ressources. Voici les véritables chantiers. Si nous ne sommes pas sur ces chantiers, c'est évident qu'ils vont être occupés par d'autres gens. Donc, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone CFA, nous avons le débat sur la Banque centrale. Le débat sur la Banque centrale, à l'époque de la dévaluation, notre groupe a très bien montré que la dévaluation aurait eu lieu. À ce moment-là, si vous vous en souvenez, le président Diouf disait qu'il n'y aura pas d'évaluation. Nous l'avons bien prédit la veille et pourtant, elle a eu lieu. C'est ce qui va se passer de nouveau ici avec cette question de l'éco. Sans le Nigeria, sans le Ghana, ce n'est pas viable. Nous avons besoin d'un projet continental. Donc, personne n'a oublié la perspective africaine de Samir Amin. C'est qu'il la pose dans une dimension mondiale et dans une dimension où nous devons avoir le leadership. Et c'est ça que nous essayons de faire. C'est laborieux, c'est difficile, mais il faut que nous repoussions les marges de notre seul travail pour atteindre véritablement les masses et faire un travail un peu plus avancé. Je vous remercie. Juste quelques petits mots. La première, c'est que j'aimerais remercier Bernard Founou, Mireille. Hier, on n'a pas eu le temps parce que quand tu es venu parler, je voulais faire ça, mais avec l'idée importante, ça faisait partie de mon laïus, donc je refais ce que je voulais faire hier. Remercier Lily Bayoumi et Bernard Founou, qui ont été dans l'ombre de Samir pendant des années, pendant plus d'une trentaine d'années, et qui, grâce au travail extraordinaire qu'ils ont accompli, relayé par l'effort titanesque de Chérif, ont pu garder la flamme de ce forum. Ce forum, il a une qualité extraordinaire aussi de réunir de façon pratiquement mondiale plusieurs personnes. Et moi, j'avoue qu'en écoutant ce qui vient d'être dit, et surtout ce qui a été dit hier, il y a une vision, il y a un programme. L'appel de Bamako a été une réflexion très poussée. L'essentiel des écrits de Samir constitue une vision et la plupart de nos apports en sont. Le caractère autiste de nos États et le fait qu'ils refusent d'écouter les versions que nous distillons depuis une quarantaine d'années fait partie du problème. Ce que Cheikh Tidiane Gadio a expliqué, l'essentiel de ce qu'il a dit
a été signé dans une déclaration par 50 Allemands et Africains qui refusaient la présence d'une base militaire américaine à Stuttgart, qui de façon panoptique contrôle le continent africain, et refusaient l'instrumentalisation du chaos qui depuis l'Afghanistan a commencé. Et le camarade qui a fait hier l'exposé sur la question de la nation arabe, Samir Amin, a fait la démonstration que l'économie politique de l'islamisme n'existait pas. Les travaux de Hassan al-Banna, de Saïd Qutb. Il a montré la profondeur de la crise du culturalisme et il est revenu sur la géopolitique du chaos. L'Algérie est restée relativement silencieuse dans le dissèquement de la Libye parce qu'elle fonctionnait déjà dans le dispositif de l'Africom, comme le Maroc, comme 42 pays africains dont les états-majors ont été littéralement pris en assaut par la triade. Maintenant, le fait que le terrorisme est rhizomé avec nos propres culturalismes, nos propres populismes, sur un terreau fertile de sous-développement, ne doit pas nous faire perdre de vue que nous participons aussi à cette géopolitique du chaos, avec la même capacité d'entretenir ce dessin qui est très simple. Ils ont échoué à garder l'Afrique au point de vue économique, nous préférons d'autres partenaires, et donc ils ne peuvent prévaloir qu'au niveau d'une géopolitique qui leur impose de se poser en parrain. Quand ce film est fini, Africom Go Home, fait par des Africains, pour des Africains, sans moyens, et quand vous frappez le mot Africom, vous avez plus d'occurrences en algorithme que le Pentagone et la CIA même pour le même nom. Ça veut dire qu'il y a des Africains qui les utilisent. Et contrairement aussi à ce qui a été dit, Lumumba, Fanon et Cabral ont commencé jeunes, ils sont morts jeunes. Et donc, le fait que nous soyons vieux et que je suis d'accord que nous faisons partie de tout ça, moi je m'adresse à la jeunesse. C'est un continent aux 3/4 jeunes dont l'avenir est plombé par un ordre qui veut l'Afrique sans les Africains. C'est un symposium, donc nous sommes entre nous, c'est la vocation d'un symposium. Mais notre travail, c'est sur les jeunes de l'Afrique. And may I just say a few words for Trevor, because Trevor actually raised exactly the problem that we faced when the RDP was abandoned and when the South African endorsed the GER, which was a structural adjustment that they inflicted on themselves before even that the World Bank intervened. And the same people, Tokyo Sekwale, Cyril Ramaphosa, all the people who actually went and support the empowerment of the black bourgeoisie. We were hoping that South Africa would be the locomotive of the integration, on continental integration. But it was under Zuma, Mrs. Zuma, that they surrendered on the plan that was actually implemented through AFRICOM within the African Union. But the problem is the youth of our continent totally ignore what's happening. So, il faut qu'on comprenne que nos États sont pris en otage. Ce n'est pas une question de manque de patriotisme. La marge de fonctionnement de nos États, c'est restreint. Les États sont réduits à leur plus simple expression. Et aujourd'hui, nous avons un problème très simple. Soit nous réussissons effectivement à nous rendre compte que nous avons bel et bien une vision et des programmes, et nous battons pour reprendre la marge de l'État et nos espaces de souveraineté, soit en fait nous faisons partie du problème. Et c'est ce que je crains. C'est qu'en laissant mourir le forum, en ne réalisant pas que la petite qualité que nous représentons est en fait le dernier espoir de veille et de vigilance et de résistance sur ce continent, nous allons faire de grandes erreurs. Et je vous rappelle, et j'en parle avec la simple expression de deux choses. La première, c'est que la lutte contre l'apartheid a commencé parce que l'Afrique du Sud s'est lancée dans une lutte longue profonde, mais aussi parce qu'il y a eu un mouvement anti-apartheid international qui est parti d'un petit noyau et qui a grandi. J'ai eu l'honneur d'y participer. Aujourd'hui, ceux qui ont été chassés de Ouagadougou et qui sont aujourd'hui cachés en Côte d'Ivoire ont participé à la déstabilisation. C'est les mêmes qui ont arrêté le projet, la vision, le programme panafricain de Thomas Sankara. Si nous réussissons notre procès, et je vous dis, ça fait 22 ans que nous poursuivons ce procès avec nos avocats dans l'affaire du président Sankara, nous attendons l'aide de tout le monde pour que nous réussissions ce qui va enlever le verrou de ceux qui payent ces terroristes, les libelleuses wahhabites, qataris,
la géopolitique et les intelligences internationales qui les ont soutenus sont soutenus parce que des forces compradores, toujours tapis, financées, ont réussi à infiltrer jusque nos cercles religieux, jusqu'à notre jeunesse. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut s'adresser à cette jeunesse. Notre travail, c'est de sauver, de revigorer l'effort du Forum du Tiers-Monde, de lui donner une seconde âme, d'utiliser les 50 ouvrages de Samir Amin, d'utiliser le potentiel extraordinaire que vous représentez pour canaliser cette énergie. Et à ce moment, ces gens qui sont assiégés dans leur pouvoir verront leur peuple petit à petit être une sorte de raz de marée. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Et ce qu'Azedine a expliqué, c'est exactement la voix de ces jeunes qui sont expatriés, deuxième, troisième génération, qui ne savent plus s'ils sont africains, s'ils sont européens. Et nous, nous sommes des internationalistes, c'est-à-dire que nous voulons une place pour tous ces gens ici, et que la diaspora africaine, éparpillée à travers le monde, revienne dans un continent uni. C'est ça notre rêve. Et c'était celui de Samir.